On va voir maintenant l'organisation temporelle des processus métaboliques et physiologiques. Toutes les fonctions métaboliques, physiologiques et comportementales présentent des variations circadiennes pour faire face physiquement, intellectuellement à une activité normale. En effet, les rythmes biologiques relèvent d'une programmation précise dans le temps. On a des pics acrophases et des creux bathyphases des diverses fonctions physiologiques, métaboliques, endocriniennes, etc., qui ont une position temporelle précise les unes par rapport aux autres. Exemple, le pic de la CTH se situe avant celui du cortisol, lequel précède celui de 17-OHCS urinaire, qui se situe avant la phase d'activité maximale de l'organisme. Sur ce tableau, on va voir que la structure temporelle des processus chez l'homme montre des acrophases réparties différemment pendant la période d'activité et du repos durant les 24 heures. Comme on vient de voir, la CTH est sécrétée en grande quantité au début de la période de repos, alors que le cortisol présente un maximum au début de la période d'activité, suivi par l'acrophase du 17-OHCS urinaire. De même, la force d'étreinte de la main, c'est-à-dire la force exercée par la main pour serrer quelque chose, se situe au milieu de la période active. Le débit expiratoire maximal également. De même, pour les catécholamines urinaires, ils ont leur pic au milieu de la période d'activité. Et ainsi de suite pour les autres activités, pour la pression sanguine systolique, pour la pression sanguine diastolique et le rythme cardiaque. Mais on remarque en généralement que tous les pics des fonctions qui sont nécessaires pour l'activité générale de l'organisme sont situés dans la période d'activité. Sur ce graphe, nous allons illustrer la notion de physiologie prédictive, qui permet l'adaptation par des anticipations entre les activités physiologiques. Nous allons voir la relation de phase entre l'activité motrice et le cortisol plasmatique, c'est-à-dire le rapport qui existe entre l'activité motrice et la sécrétion de cortisol dans le sang. Alors, chez l'animal diurne, c'est-à-dire qui est actif le jour et se repose la nuit, nous constatons que le cortisol dans le sang est à son niveau le plus bas la nuit et commence à augmenter jusqu'à atteindre un pic au maximum au début du jour, juste avant que l'activité locomotrice de l'animal ne commence. Cette activité diurne, ou cette activité plutôt va diminuer la nuit, vient après la diminution du cortisol et elle reste basse jusqu'à ce que le cortisol augmente à un certain niveau au début du jour. Et ainsi de suite, d'autres cycles peuvent reprendre. On constate donc que le cortisol prépare le corps à l'activité locomotrice. Alors ce cortisol plasmatique va-t-il augmenter à la fin de la journée ou
ou à la fin de la nuit chez un animal nocturne? Un animal nocturne, comme le rat ou la souris par exemple. Ce sont des animaux actifs la nuit et se reposent le jour. Puisque le cortisol prépare le corps à l'activité, il doit avoir son maximum à la fin de la journée. C'est un moment qui correspond à la phase du repos de l'animal, pour lui permettre d'être prêt à avoir une activité locomotrice normale la nuit. Donc, on trouve toujours une phase ou un décalage entre la sécrétion du cortisol et l'activité locomotrice, avec toujours le cortisol qui précède. Nous pouvons nous demander quelle serait l'importance pratique de la détermination du cycle biologique. Pour cela, on va prendre des exemples pour illustrer ceci. Le premier exemple, c'est l'évaluation chronobiologique de la toxicité d'une substance. On va avoir deux substances qui sont toxiques pour la souris. Alors, si on trace une courbe de la susceptibilité de la souris à l'endotoxine d'Escherichia coli, en évaluant le pourcentage de mortalité dans différents groupes de rats, ou plutôt de souris infectées par ce produit, c'est ce que vous voyez avec le tracé en vert, nous constatons que cette susceptibilité varie tout au long des 24 heures et ce d'une façon cyclique, avec un maximum à 16 heures et un minimum de mortalité à minuit. Un deuxième exemple d'étude de chronotoxicologie concerne l'étude de la toxicité aiguë de la wabaïne chez la souris. La toxicité aiguë, c'est-à-dire on va injecter une seule fois. Donc, pour cela, la même dose de la substance a été administrée toutes les 4 heures pendant 24 heures à différents groupes de souris dans des conditions environnementales contrôlées avec une température, humidité, éclairage bien précisé. La mortalité a été maximale quand la substance était administrée à 9 heures et très basse lorsque l'administration avait lieu à 21 heures. Un autre intérêt du déterminisme du cycle biologique, c'est la chronopharmacocinétique. Il s'agit de la cinétique plasmatique d'un médicament, c'est-à-dire comment un médicament se trouve disponible dans le plasma. En effet, un des aspects très importants de la valeur adaptative des rythmes circadiens, c'est qu'une cellule ne pouvant tout faire en même temps, ses réserves énergétiques étant limitées, l'existence d'une programmation dans le temps lui permet d'utiliser son énergie pour assurer certaines fonctions à certaines heures et d'autres fonctions à d'autres heures. De ce fait, les effets d'un médicament, d'un anesthésique ou d'un nutriment seront fonction du programme de la cellule. Ce principe est à la base de la chronopharmacologie et les effets d'un agent chimique varient donc en fonction du rythme circadien des systèmes cibles. Ainsi, si on prend l'exemple d'un antibiotique comme l'indométacine,
à 7 heures, donc si on le prend à 7 heures du matin, son absorption se fait d'une façon maximale et on le trouve dans le sang 1 heure après sa prise. Par contre, si l'injection, ou plutôt la prise, se fait à 7 heures du soir ou à 11 heures du soir, son absorption va se faire lentement et ne va pas atteindre une valeur maximale comme pour le cas de la prise à 7 heures du matin. Donc là, vous voyez l'intérêt de suivre scrupuleusement la prescription du médecin. Donc, on ne peut pas prendre le médicament à n'importe quelle heure. On passe maintenant à la recherche de l'origine de ces rythmes biologiques. Est-elle endogène ou exogène? La première expérience est faite sur une plante qui possède des feuilles qui s'ouvrent le jour et se referment la nuit. Pour montrer si ce phénomène est dû à l'alternance du jour et de la nuit ou si c'est un rythme endogène, on a utilisé un dispositif expérimental qui permet de démontrer l'existence d'un rythme endogène chez cette plante. Un stylet inscripteur est attaché à une feuille, se déplace lorsque la feuille se déplace, ce qui permet d'enregistrer les mouvements de la feuille. Cet enregistrement se fait sur un tambour qui tourne sur lui-même. Les conditions d'enregistrement se font sous une lumière constante sur les 24 heures. Donc, pas d'alternance de la phase de lumière avec une autre d'obscurité. La plante ouvre ses feuilles pendant une période et les ferme par la suite selon un rythme bien précis. L'existence d'une activité rythmique lorsque la plante est exposée à une lumière ambiante constante montre que les mouvements des feuilles sont déterminés par un mécanisme endogène. Chez l'animal, on prend l'exemple de l'enregistrement du rythme de l'activité d'un rat. Le rat a un accès libre à une roue d'activité possédant un système lui permettant de comptabiliser le nombre de tours que fait la roue. Les rotations de la roue sont enregistrées sur une feuille et les enregistrements de l'activité quotidienne d'un même rat relevés sur plusieurs jours sont regroupés sur une même feuille et la répartition de l'activité du rat placée dans des conditions d'éclairage dans lesquelles la nuit s'allume à 6 heures du matin pour s'éteindre à 18h30 montre que l'animal est actif pendant la phase nocturne du cycle jour-nuit. Donc, c'est un animal nocturne. Si maintenant on enregistre cette activité en obscurité constante, dans ce cas, il n'y a pas d'alternance lumière-obscurité. Nous constatons que l'animal présente toujours une alternance de phase de repos et une d'activité. La période d'activité de l'animal est représentée par un trait gras sur l'enregistrement. C'est ce qu'on appelle le rythme en libre cours. Donc, c'est quoi un rythme en libre cours? C'est un rythme propre à l'organisme qui suit une fréquence donnée en l'absence de tout signal externe. On parle alors de nuit subjective où l'animal est actif et de jour subjectif où l'animal est au repos. Et surtout pour les animaux nocturnes.
Alors, ce qu'on peut remarquer sur cette phase d'activité, c'est qu'elle est décalée vers la gauche au cours des jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sachant que chaque trait correspond à un enregistrement durant un jour, sur la première ligne, vous constatez que l'activité débute juste avant la fin des premières 24 heures et se termine au début des deuxièmes 24 heures. Mais l'activité de ce deuxième jour débute et se termine avant la fin des 24 heures. Et ainsi de suite. Donc, à chaque 24 heures qui suit, l'animal commence son activité un peu en avance par rapport à celle du jour précédent. Ceci montre que le rythme d'activité en hébreu court est inférieur à la période de 24 heures.